Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Madame Skinner! Madame Skinner! L'homme qui frappe à la porte du pavillon des Skinner est grand, maigre, enveloppé dans une robe de chambre. Il courbe le dos sous la pluie et hausse la voix. « Madame Skinner! Ouvrez! J'ai besoin de téléphoner! » Il est presque minuit, et Madame Skinner surgit à sa fenêtre, la voix rogue. « Qu'est-ce que c'est? Je suis Kenneth Barlow, votre voisin. Pardon de vous déranger. Pourriez-vous téléphoner à un médecin, s'il vous plaît? C'est pour ma femme. Elle est malade? Je crois qu'elle s'est évanouie. » Pauvre Kenneth Barlow. Il fait peine à voir. Son visage long au teint blafard, trempé de pluie. Il est sinistre à la lueur des réverbères. Madame Skinner crie par la fenêtre. « Rentrez chez vous! J'appelle un médecin! Ne la laissez pas seule, surtout !» Dans ce quartier un peu isolé de Bradford, en Angleterre, les habitants se connaissent peu. Madame Skinner ne connaît pas son voisin, que de vue. Autant dire qu'elle ignore tout de Kenneth Barlow. En fait, elle n'est pas la seule. Qui pourrait se vanter de connaître Kenneth Barlow? À part Kenneth Barlow lui-même, bien sûr. Le médecin referme la porte de la salle de bain à l'air soucieux. « Dites-moi, monsieur Barlow, votre femme n'a pas pris de médicaments? Une drogue quelconque pour les nerfs? » »« Pas à ma connaissance, docteur. »« Elle avait l'habitude de prendre des bains chauds? » »« Je suppose que oui. »« Il n'y a plus rien à faire, monsieur, je suis navré. Votre femme est morte. » »« Que s'est-il passé, docteur? Elle s'est noyée? Le cœur, peut-être? » »« Je l'ignore. C'est possible. En tout cas, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Il faudrait un examen plus approfondi. Elle a dû avoir un malaise. Elle n'était pas bien cet après-midi. Pour un homme à qui l'on vient d'apprendre que sa femme est morte, Kenneth Barlow tient remarquablement le choc. Pendant que le médecin met à nouveau à contribution les voisins et demande une ambulance à l'hôpital le plus proche, Kenneth Barlow s'allonge sur un canapé, ferme les yeux et refuse la tasse de café qu'on lui tend. « Oh merci, je n'ai besoin de rien. » Étrange mari. Madame Skinner, qui s'entretient de l'événement avec le médecin, comprend mal son attitude. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas à moi d'en juger, madame. La police s'en chargera. Vous croyez que la mort n'est pas naturelle? Je n'ai pas dit cela. Disons que cette jeune femme est morte mystérieusement et que mon devoir est de prévenir la police. Ce que découvre le sergent Naylor en arrivant au domicile des Barlow n'a pourtant rien de mystérieux a priori. Petite maison au rez-de-chaussée très ordinaire, une pièce principale, une chambre à coucher, une cuisine, une salle de bain, peu de meubles, pas de désordre, sauf dans la salle d'eau. Elle est inondée. Ce que raconte Kenneth Barlow n'a rien de mystérieux non plus, d'un ton morne et d'une seule traite. Il explique au sergent Naylor le détail de sa soirée. Ma femme et moi nous sommes rentrés vers 17h, nous avons pris le thé ensemble, elle est allée se coucher en me disant qu'elle était fatiguée. Je devais la réveiller avant 8h, elle voulait regarder une émission à la télévision. Je l'ai réveillée, nous nous sommes assis là, sur ce canapé, en regardant l'émission. Elle s'est sentie mal, alors elle est retournée se coucher. Elle avait des sortes de nausées, elle se plaignait d'avoir chaud, transpirait beaucoup. J'ai dû changer les draps avant de me coucher. Je me suis endormi. Vers 11h du soir, quelque chose m'a réveillé. Ma femme n'était plus dans le lit et j'ai vu de la lumière dans la salle de bain. Alors j'ai couru et je l'ai trouvée évanouie dans la baignoire. Je n'ai pas pu la sortir de l'eau, elle était trop lourde. Alors j'ai vidé l'eau. Je l'ai allongée sur le carrelage et j'ai essayé de la ranimer. Et j'y arrivais pas, alors je suis parti demander du secours. Quand le médecin est arrivé, il a dit qu'elle était morte. Kenneth Barlow se tient droit, debout devant le policier. Il s'est habillé,
Il a rallumé le poêle éteint et il fume, et n'a manifesté aucune surprise en voyant arriver la police presque en même temps que l'ambulance, comme s'il s'était attendu à tout cela. La réaction des gens devant la mort d'autrui est si différente d'un individu à l'autre qu'il est hors de question pour un policier d'en tenir compte a priori. Certains pleurent, d'autres hurlent ou s'évanouissent. Kenneth Barlow fait partie de la race de ceux qui se taisent et ne manifestent aucune émotion apparente. Lorsque le sergent Naylor demande à l'inspecter la maison, Kenneth ne proteste pas. Au contraire, il l'accompagne, lui ouvre les portes, comme s'il faisait visiter un appartement à vendre. Ici la cuisine, le placard, la chambre. Dans la chambre à coucher, bien pliée, sur le lit, un pyjama. Le policier questionne. « Le vôtre ?» Barlow acquiesce d'un signe de tête. « Je me suis habillé, j'avais froid. » Le policier ne fait aucune remarque sur le moment, mais note en lui-même un détail curieux. Barlow lui a bien dit qu'il avait tenté de sortir sa femme de la baignoire, qu'il n'y avait pas réussi, qu'il avait dû vider l'eau avant de tenter de la réanimer. Or, à ce moment-là, il était en pyjama. Et le pyjama en question devrait être mouillé. Il est sec, parfaitement sec. Le sol aussi est sec, et particulièrement le chemin qui mène de la salle de bain à la pièce principale. Pas de marque de pas. Pourtant, en traversant la pièce pour aller téléphoner, Barlow était censé être mouillé. Il aurait dû laisser des traces. Tandis que le médecin légiste procède à un examen plus approfondi que le précédent, le sergent Naylor continue son inspection. Dans le placard à pharmacie, aucun médicament suspect, sauf une boîte contenant 3 seringues, dont une encore humide, posée sur un tampon de gaz. « Votre femme suivait un traitement particulier ?»« Non. Non, elle avait une excellente santé. C'est moi qui me suis fait une piqûre de pénicilline cet après-midi. Je souffre d'un furoncle assez gênant dans le cou. » « Vous vous faites vos piqûres vous-même ? » ?»« Je suis infirmier. J'ai l'habitude. »« Mais vous n'avez pas fait de piqûre à votre femme ces derniers temps. Aujourd'hui ? » ?»« Non. » Le sergent Naylor prend délicatement les seringues qu'il enveloppe dans un linge. Barlow l'observe sans bouger. « Je dois les faire examiner par le laboratoire. » Quelqu'un d'autre à la place de Barlow demanderait pourquoi. Protesterait, en tout cas se sentirait suspecté, à tort ou à raison. Mais il ne fait rien de tout cela. Il demande simplement « Vous voulez voir mon furoncle ?» Et sans attendre la réponse, il dégrafe le col de sa chemise, retire un pansement à la base de la nuque et penche la tête vers le sergent Naylor. « Regardez !» À peine le sergent a-t-il constaté la présence du furoncle que Kenneth Barlow enchaîne. « J'aimerais savoir maintenant ce que pense votre médecin de la mort de ma femme. » Il a dit cela d'un ton morose, comme s'il devait accomplir une formalité ennuyeuse mais nécessaire, et se dirige vers la pièce principale sans plus se préoccuper du sergent Naylor et de ses seringues. Le sergent, en notant plus tard cette réaction dans son rapport, précisera « Barlow est actuellement insoupçonnable. Mais son attitude étrange peut avoir 2 explications. Ou bien cet homme a un caractère extraordinairement calme et insensible à toute forme d'émotion, ou bien il sait comment sa femme est morte et il joue à un jeu connu de lui seul. » Nous allons voir effectivement que Barlow est un joueur remarquable, mais qui n'a peut-être pas toutes les bonnes cartes en main. La femme de Kenneth Barlow est donc morte mystérieusement. Selon les constatations du médecin légiste, rien d'apparemment discernable à l'autopsie n'a provoqué la mort, et pourtant cette mort n'est pas normale. Ce qui avait frappé le premier médecin appelé par les voisins des Barlow reste un mystère. La jeune femme avait les pupilles largement dilatées. Ce détail est en général révélateur d'une mort par empoisonnement ou excès de drogue. Or, les analyses chimiques ne donnent rien. Aucune substance toxique, aucune trace de piqûre intraveineuse, rien dans l'estomac. La jeune femme était enceinte de 2 mois environ, sans complications. Quant à la seringue, trouvée dans l'armoire à pharmacie, elle contenait effectivement des traces de pénicilline. Barlow n'avait pas menti. Pendant ce temps, le sergent Naylor enquête sur le passé du jeune veuf et découvre qu'il a été marié une première fois, qu'il était déjà veuf, depuis peu de temps d'ailleurs, puisque la première Madame Barlow est morte en 1956, un an auparavant, et dans des circonstances aussi étranges que la seconde.
Le médecin, qui a délivré le permis d'inhumer, a constaté un arrêt cardiaque dû à des causes indéterminées. Malheureusement, aucune enquête n'a été faite sur la mort de cette femme et Barlow s'est remarié très peu de temps après, sans être inquiété. En même temps qu'il changeait de femme, il changeait aussi d'employeur sans raison valable. Sur le plan professionnel, c'est un excellent infirmier, consciencieux, dont ses camarades parlent avec sympathie. L'un d'eux, surtout, qu'il a bien connu en 1955, avant la mort de sa première femme. Oh, Kenneth a beaucoup de qualités. J'ai toujours pensé qu'il aurait pu faire une bien meilleure carrière. S'il avait fait les études nécessaires, il aurait pu être médecin. Il a soigné ici avec dévouement de nombreux malades. C'est un garçon assez renfermé. Il ne parle pas beaucoup de sa vie privée, mais il ne manque pas d'humour. Vous pouvez vous renseigner sur lui. Certains de nos malades l'ont bien connu. Dans cet hôpital où travaillait Barlow en 1955, on soigne notamment de grands diabétiques handicapés qui ne peuvent assurer eux-mêmes leur traitement. C'est en parlant avec l'un d'eux que le sergent Naylor entend cette réflexion surprenante. « Barlow? Ah, le grand infirmier maigre, oh, bien sûr que je m'en souviens. Il me faisait mes piqûres tous les matins. C'est l'inventeur du crime parfait. » Qu'est-ce que vous dites? Oh, c'est une plaisanterie qu'il faisait souvent. Il disait « Une dose appropriée d'insuline, c'est un billet simple pour l'au-delà. Un tout petit peu plus qu'il y en a là-dedans et hop, ni vu ni connu. » D'après lui, l'insuline ne laisse aucune trace. Il disait que c'était ça le crime parfait. Et vous n'aviez pas peur qu'il l'essaye sur vous? Oh ben non, c'était une plaisanterie. Un peu morbide, je l'avoue, mais vous savez, nous autres diabétiques, nous savons bien que nous ne pourrions pas vivre sans l'insuline. Nous en parlons souvent entre nous. C'est vrai que c'est un médicament extraordinaire. C'est la vie ou la mort, à portée de la main. Certains malades se sont même suicidés. Il y en a qui ne supportent pas de vivre ainsi accrochés à une piqûre. Vous savez, il faut un drôle de morale dans certains cas. Muni de ces précieux renseignements, le sergent Naylor se précipite au laboratoire de la police pour demander que l'on recherche dans le corps d'Elizabeth Barlow des traces d'insuline. Il fallut 2 mois d'efforts et de multiples analyses pour en faire la preuve scientifique. Mais les spécialistes parvinrent à cette certitude. La seule explication de la mort d'Elizabeth Barlow, c'était l'insuline. Une minuscule trace de piqûre sur la cuisse, l'examen des tissus, celui du taux de sucre anormalement élevé, tout concordait. Kenneth avait injecté à sa femme 84 unités de ce produit, mortel pour un non-diabétique. Le coma hypoglycémique était survenu pendant le sommeil. Kenneth avait dû ensuite traîner sa femme dans la baignoire pour simuler un malaise. Inculpé de meurtre 6 mois après la mort de sa femme, Kenneth Barlow, toujours aussi maigre, toujours aussi morose, refuse pourtant d'avouer quoi que ce soit. Enfin, c'est ridicule. Cette histoire de piqûre n'a rien à voir avec la mort de ma femme. Oui, elle m'a demandé effectivement de lui injecter de l'ergotamine. Alors je l'ai fait. Cela se passait au moins 2 semaines avant sa mort. Ce produit était destiné à supprimer la grossesse. Elle ne voulait pas de l'enfant. Et ça n'a pas marché. Barlow, vous ne pouvez pas nier les résultats du laboratoire. Votre femme est morte d'une dose d'insuline, et nous avons recueilli sur vous des témoignages accablants. Le jury ne vous acquittera pas. Vous feriez mieux d'avouer, de révéler votre mobile. C'est la seule façon, peut-être, d'obtenir des circonstances atténuantes. N'oubliez pas que votre première femme est morte de façon inexplicable. De là à penser que vous l'avez tuée aussi. Je connais la loi anglaise. On ne peut me juger que pour un seul crime. D'ailleurs, vous n'avez pas de preuves. Rien ne vous permet d'affirmer que ma première femme n'est pas morte naturellement. C'est exact. Ensuite, je n'avais aucune raison de la tuer, pas plus que la deuxième. C'est à vous de trouver un mobile. C'est vous qui accusez. Je ne vous étonnerai pas, Monsieur Barlow, en vous disant que je connais votre mobile. Oh, c'est impossible, je n'en ai pas. La mort de ma femme ne me rapporte rien. Vous pouvez enquêter autant que vous voudrez depuis ma première rencontre avec elle jusqu'à sa mort. Nous ne nous sommes jamais disputés. Interrogez sa famille. Nous avons fait un mariage d'amour. Je ne l'ai jamais trompée, elle non plus. Notre ménage était exemplaire. Pourtant, elle ne voulait pas d'enfant. Et elle était enceinte. Peut-être a-t-elle voulu se suicider pour ne pas en avoir. C'est curieux que vous ne pensiez pas à cet argument, Monsieur Barlow. Mais je sais parfaitement où vous voulez en venir. Vous voudriez me faire avouer que quelque chose n'allait pas entre ma femme et moi. La théorie du suicide est impossible, vous le savez bien. Pourquoi ça, Monsieur Barlow? Qui nous empêche de penser que votre femme s'est faite elle-même une piqûre d'insuline? Elle connaissait les dangers de ce produit.
Vous avez dû lui en parler souvent. Mais elle n'aurait pas pu s'en procurer toute seule. Alors disons que vous lui avez fourni le produit. Disons que vous êtes complice, simplement complice. J'ai bien envie de présenter l'affaire de cette façon au juge d'instruction. Après tout, on peut penser que vous aimiez tellement votre femme que vous avez voulu l'aider à mourir. C'est un mobile comme un autre. Mais c'est un mobile ridicule. Mais vous n'avez pas le droit. Mais je n'ai pas de mobile. Pour la première fois depuis son inculpation, Kenneth Barlow semble sortir de ses gonds. Il ne supporte pas la contradiction dès que l'on parle de mobile. Et le sergent Naylor sent qu'il tient le bon bout. Vous tenez beaucoup à ce qu'il n'y ait pas de mobile, Barlow. Beaucoup trop, à mon avis. Vous y tenez tellement que vous commettez une erreur grossière. Dites-moi donc ce que vous pensez du crime parfait. Ça n'existe pas. Vous y pensiez souvent d'après certains témoignages. Oh, tout le monde peut en parler, c'est pas pour autant que tout le monde tue, qu'il y a crime. Mais vous n'êtes pas tout le monde, Barlow. En tout cas, vous en êtes persuadé. Répondez-moi précisément, que pensez-vous du crime parfait? Quand un crime peut être qualifié de parfait, c'est qu'il n'existe pas, puisque tout le monde ignore que c'est un crime. À quoi sert le crime parfait, à votre avis? À rien, puisqu'il n'y a pas de mobile. Il est entièrement gratuit. C'est là où vous vous trompez, Barlow. Vous confondez crime gratuit et crime parfait. Le vôtre était peut-être gratuit, mais il est loin d'être parfait. Reconnaissez-le puisque je vous inculpe avec des preuves. En réalité, vos aveux sont de peu d'importance. En le poussant à bout, le policier savait ce qu'il faisait. Finalement, Kenneth Barlow se voulait plus fort qu'il n'était. Au bout de 4 séances d'interrogatoire de ce genre, alors qu'il entamait la 5e, c'est lui qui céda. Voici le texte du message qu'il fit parvenir au sergent Naylor. « J'ai tué ma femme, c'est vrai. Je l'ai tuée pour vérifier une théorie. Je me suis trompé. Je pensais pouvoir réaliser le crime parfait. J'ai échoué. Non seulement j'ai été découvert, mais je dois reconnaître que j'avais un mobile. En réalité, je déteste les femmes. » Cette déclaration intempestive ne facilita pas le travail de son avocat qui eut toutes les peines du monde à sauver la tête de son client. Quant au sergent Naylor, à qui nous devons les détails de ce dossier, sa conclusion est toute personnelle et le procès n'en fit pas état. « Je suis persuadé, écrit-il, d'avoir eu affaire à l'un de ces fanatiques du crime parfait, et je suis persuadé que les aveux de Kenneth Barlow n'étaient destinés qu'à couvrir un premier crime, celui qu'il considérait vraiment comme parfait selon son éthique personnelle, car personne n'a jamais su vraiment de quoi et comment était morte sa première femme. Sur ce point d'ailleurs, il est toujours resté muet, fidèle à son principe. Un crime ne peut être parfait que s'il n'existe pas. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Une petite chambre d'hôtel dans une petite ville de province que nous ne nommerons pas. Nous sommes en décembre 1927, mais cela n'a aucune importance. Au mur,
du papier à fleurs, de pauvres motifs toujours les mêmes, que distinguent seulement les taches et les moisissures. Dans la chambre, un lit défait, un mobilier sommaire et par terre, 2 corps. Près du lit, une femme qui porte à la tête une blessure d'où le sang s'échappe violemment. À côté, un homme évanoui qui tient dans sa main un revolver. Ils doivent avoir tous deux environ 25 ans. La police, prévenue par les voisins, enfonce la porte. On emmène la femme à l'hôpital. Elle n'est que blessée. On ranime l'homme qui, lui, n'a rien. Nous avions décidé de mourir ensemble. J'ai tiré sur elle, et puis je ne me souviens plus. Le jeune homme tremble, il est livide. On l'emmène lui aussi, mais au commissariat. Oh, pour les policiers, c'est un drame banal dans un cadre banal, la routine en quelque sorte. Les policiers se trompent, car cette petite chambre, un peu sordide, est le dernier tableau d'une tragédie qui met en jeu un des mécanismes psychologiques les plus complexes et les plus profonds. Une tragédie qui fait penser à Sophocle, à Shakespeare, à Racine, enfin à tous les grands écrivains qui ont évoqué les rapports parfois troubles qui existent entre une mère et un fils. Oui, notre dossier d'aujourd'hui évoque un sujet délicat, compliqué, difficile peut-être. Mais, je vous le demande, le cœur humain est-il si simple? Frédéric est né au début de ce siècle dans la même petite ville de province dont nous vous parlions à l'instant. Sa naissance constitue le premier élément de son destin. Sa mère meurt en lui donnant le jour. Oh, il n'est pas question de tout expliquer par cette absence de mère. La vie n'est pas aussi schématique. D'autres enfants ont grandi sans mère et n'en sont pas arrivés au point de Frédéric. Mais il est évident que tout cela va jouer un grand rôle. L'enfance de Frédéric se passe dans les rêves et la solitude. C'est un garçon fermé, secret. Il n'a même pas de frère ou de sœur avec qui partager ses jeux, il est fils unique. Ah, bien sûr, il a son père, beaucoup plus âgé que lui, 40 ans au moment de sa naissance. C'est d'ailleurs un bon père. C'est un homme d'affaires aisé qui consacre tous ses efforts à son fils, qui veut faire de lui son digne successeur, lui assurer une position sociale. Mais pour Frédéric, qui est brillant élève, ce n'est pas l'essentiel. À qui confier ses rêves? À qui confesser ses angoisses? Pas à son père, qu'il ne voit presque pas, qui rentre le soir fatigué et qui s'inquiète seulement de savoir s'il a bien fait ses devoirs. Non, ce n'est pas à un père qu'on dit ces choses-là. Ce n'est pas un père qu'on appelle la nuit quand on fait des cauchemars. Ce n'est pas lui qui peut vous prendre la main. Alors le soir, pour trouver le sommeil, Frédéric imagine une figure douce avec de longs cheveux qui se penche sur lui, l'embrasse et lui dit « Bonne nuit, mon petit ». Et c'est ainsi que chaque nuit, Frédéric s'endort. Frédéric a grandi. 1914, il a 12 ans, son père part à la guerre, papa est officier. De temps en temps, dans son pensionnat, Frédéric reçoit des nouvelles du front. Ah, comme il aimerait avoir quelques années de plus pour pouvoir faire la guerre lui aussi. Tuer ou se faire tuer, comme c'est simple. Ce serait peut-être le moyen d'échapper à ce trouble qui le ronge et qu'il ne peut définir. Mais la Grande Guerre passe à côté de Frédéric. Il n'a que 16 ans quand elle se termine, et il reste seul avec ses problèmes et ses contradictions d'adolescent. Quelques années passent encore, et un jour, le père de Frédéric annonce à son fils une grande nouvelle. « Frédéric, je vais me marier. Tu es content d'avoir une belle maman? Elle s'appelle Anne. Oh, je suis sûr que tu l'aimeras bien. » Anne a juste un peu plus de 20 ans.
large de Frédéric. Anne est belle le jour de son mariage sous son voile blanc. Frédéric, qui est le témoin de son père, lui sourit, et Anne lui sourit aussi. C'est un peu le visage qu'il entrevoyait enfant, un visage doux, avec quelque chose d'émouvant et de fragile. La vie a changé. Pour Frédéric, maintenant, elle a un sens et un centre. Anne. Frédéric a terminé ses études. Il cherche un travail, mais sans grande conviction. Il passe ses journées, des journées entières, à s'occuper de sa jeune belle-mère, car Anne est malade, gravement même. Les médecins qui se succèdent à son chevet parlent de tuberculose. Toujours est-il qu'elle ne peut plus quitter son lit. Elle a besoin de quelqu'un près d'elle en permanence. Et son mari, toujours absent dans la journée, ne rentre que le soir. Alors, Frédéric se dévoue, car pour lui, il n'est question que de dévouement. Il est là du matin au soir, attentionné, prévenant, inquiet. Il lui prépare ses potions, lui fait prendre ses médicaments. Il s'affaire autour du lit. Les journées passent follement comme dans un rêve. Et le soir, juste avant que son père ne rentre, Frédéric s'en va. Il s'en va dans sa chambre de bonne, quelques rues plus loin. Il ne s'est jamais interrogé sur son comportement curieux qui consiste à rester près de sa belle-mère toute la journée et à fuir son père le soir. Pour lui, tout cela est si normal, si naturel, si bien. Ah oui, Frédéric est bien. C'est la vie qu'il avait rêvée. Les journées s'écoulent paisibles, calmes. Anne et Frédéric sont des camarades qui discutent ensemble de tout et de rien. Anne apprécie la douceur, la gentillesse de son beau-fils. S'il n'était pas là, que deviendrait-elle? Que faisais-tu avant d'épouser papa? Et Anne raconte son enfance et sa jeunesse. Elle la raconte 1000 fois. Oh, cela la fatigue un peu, bien sûr, mais ça lui fait tellement de bien de parler à quelqu'un qui la comprend. Elle raconte qu'elle voulait devenir pianiste. Elle a fait le conservatoire, mais sa santé l'a empêchée de poursuivre. Quand tu iras mieux, dit Frédéric, je t'emmènerai au concert. Tu veux bien? Oh, mon pauvre Frédéric, ça n'arrivera jamais. Mais si, tu verras, très bientôt. Tout est si simple. Une sorte de charme trouble s'est établi entre deux. Cela dure 1 an. 1 an pendant lequel Frédéric passe toutes ses journées auprès d'Anne. Il a enfin trouvé la présence douce et féminine qu'il avait cherchée pendant toute son enfance. Jusqu'ici, il n'avait connu qu'un père homme d'affaires, puis soldat, et au pensionnat des camarades d'épions, des maîtres d'internat, des professeurs, enfin des garçons ou des hommes. Les quelques femmes qu'il avait entrevues, il les méprisait. C'étaient des filles de rencontre, prostituées ou non, dont il cherchait la compagnie parce qu'il fallait bien faire comme les autres. Et voici que pour la première fois, une femme le comprend, lui parle, s'intéresse à lui pose des questions, répond aux siennes. Alors tout son besoin d'amour, qui avait été jusque-là enfoui, caché au plus profond de lui, déborde d'un seul coup. Frédéric n'est pas amoureux au sens banal du terme. C'est un amour pur, platonique, c'est sa mère qu'il aime au travers d'Anne. Peut-être sent-il quelque chose comme un interdit, mais il ne peut pas y penser. Frédéric s'abandonne à une ivresse à la fois merveilleuse et dangereuse. Seulement voilà, Anne a 21 ans maintenant et Frédéric a lui aussi 21 ans. Et il faut bien compter avec l'opinion des gens. Un jour, le père de Frédéric le prend à part. « Écoute, je dois te dire quelque chose. Remarque, ce n'est pas moi qui y vois un inconvénient. Mais enfin, tu passes toutes tes journées avec Anne. Note bien que moi, ça me fait plaisir. Je t'en suis reconnaissant, mais j'ai entendu certains bruits, certaines phrases. Les gens se posent des questions. Quoi? Quelles questions? Ah, écoute, il faut que tu comprennes comment sont les gens. C'est ta belle-mère, après tout. Tu passes tout ton temps dans sa chambre, à côté de son lit, et vous avez le même âge. Enfin, qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que tu oses supposer? Mais rien du tout. J'ai une totale confiance en toi et en elle, mais ma réputation, tu comprends? Tu sais, ce
ce que c'est qu'une ville de province. Écoute, Frédéric, je te le demande pour moi. Tâche de venir un peu moins souvent, ou du moins, si tu viens, viens quand je suis là. Frédéric est brusquement devenu très pâle, il tremble. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Eh bien, adieu. Tu ne me reverras jamais, Anne non plus. Mais Anne, tu sais, elle en mourra. Et Frédéric s'en va. Il ne quitte plus sa chambre de bonne que pour aller dans les bistrots. Mais cette ivresse qu'il essaye de retrouver, ce n'est plus celle qu'il goûtait avec Anne. Elle lui laisse un goût amer. Avant, ils étaient deux à se perdre. Maintenant, Frédéric est en train peu à peu et délibérément de se perdre tout seul. Pourtant, Frédéric, voyez-vous, devait revoir son père. Anne mourut 3 mois après le départ de Frédéric. Oh oui, il serait tentant d'imaginer qu'elle est morte à cause de ce départ, que sa vie, devenue vide, solitaire, ne lui semblait plus digne d'être vécue, qu'elle s'est laissée glisser. Mais hélas, c'est sans doute plus simple et plus prosaïque. La tuberculose ne pardonnait pas à cette époque. Les médecins avaient condamné Anne depuis déjà des mois. Frédéric revit son père pour la dernière fois à l'enterrement de sa belle-mère. Il n'échangea pas un mot avec lui. Il resta seul, la tête baissée, tout au bout du cortège, et quand la première pelletée de terre tomba sur le cercueil, il s'en alla. Oh, Frédéric n'alla pas loin, car il ne quitta pas la ville, mais c'était quand même une coupure totale, définitive. À partir de ce moment-là, il tira un trait, il rompit tous les ponts, et personne, parmi sa famille et ses anciens amis, n'entendit plus jamais parler de lui. Enfin, jamais, jusqu'à ce jour de décembre 1927, quelques 4 ans plus tard, où la police le découvrit évanoui, à côté de sa maîtresse, sur laquelle il venait de tirer. Après la mort d'Anne, Frédéric s'enfonce, se jette délibérément dans une vie, comme on dit, dissolue. Les femmes succèdent aux femmes, comme il est beau garçon, il n'a pas de mal à en trouver, et quand il n'en trouve pas, il se contente des prostituées. Il change de maîtresse 10, 20 fois par an, et change presque aussi souvent de métier. Il fait un peu de tout. Si on ne l'a pas chassé de sa place au bout de quelques semaines, c'est lui qui s'en va. Frédéric a commencé un processus lent et inconscient d'autodestruction. Pourquoi? Pour échapper à quoi? Quelle image le tourmente? Est-ce le sourire de sa belle-mère morte? Est-ce le visage de son père le jour de la fameuse scène où il est parti de la maison? Les deux, sans doute. Frédéric se sent doublement coupable. Coupable d'avoir aimé Anne, de l'avoir disputée à son père, comme s'il s'était agi de sa propre mère, mais coupable aussi de l'avoir abandonnée, de l'avoir laissée mourir seule. Frédéric a tout raté. Il n'aurait jamais dû oser aimer sa belle-mère, même d'un amour pur et platonique. Mais à partir du moment où il l'aimait, il n'aurait pas dû la quitter. Écrasé de remords, rongé de culpabilité, Frédéric sombre peu à peu. Jusqu'au jour où apparaît Adèle. Adèle qu'il rencontre dans un bal un samedi soir. C'est une étudiante, gentille, jolie, intelligente. Mais comme lui, elle semble avoir des problèmes. Elle ne fait pas de difficultés pour lui céder, et leur liaison dure longtemps, 3 ans exactement. Frédéric a abandonné ses anciennes maîtresses, il a bien sûr encore des aventures de temps en temps, mais il revient toujours vers Adèle. Il boit comme par le passé, il a souvent des colères violentes, il la quitte mais il revient. Il lui jure qu'il l'aime, et Adèle le croit, car c'est sans doute vrai. Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce qui a fait que cet être instable, égaré, perdu, se soit fixé avec une femme? Qu'est-ce qu'il a trouvé en Adèle qui l'attire et le retient? Oh, une chose toute simple. Adèle ressemble trait pour trait à sa belle-mère disparue. Adèle est le vivant portrait d'Anne. D'ailleurs, plus tard au procès, les témoins qui ont connu Anne, son mari en particulier, seront frappés par la ressemblance extraordinaire des deux femmes. Ici, mes chers amis, nous pénétrons dans un domaine plus complexe, plus délicat, plus trouble aussi,
Frédéric s'aventure sur un terrain dangereux. Mais il est comme poussé par une force qui l'y contraint. C'est une fuite en avant. Anne était un substitut de sa mère avec lequel il avait des relations idéalisées et inconscientes. Adèle est un substitut d'Anne, mais cette fois leurs relations sont tout ce qu'il y a de plus concrètes. Frédéric, à la recherche de cette image qu'il a poursuivie toute sa vie, vient de faire un pas de plus en prenant Adèle pour maîtresse. Oui, c'est bien une fuite en avant. Car si Frédéric a retrouvé la paix vis-à-vis d'une des deux images qui le hantent, celle d'Anne, maintenant l'autre image, celle du père, prend une force et une présence insupportables. Les relations sexuelles qu'il a avec sa maîtresse, il les ressent d'une manière extrêmement coupable. C'est un interdit qu'il viole à chaque fois, c'est un inceste. Il va lui arriver quelque chose, ça ne peut pas durer comme ça. Le châtiment est au-dessus de sa tête et va forcément s'abattre sur lui un jour. Mais voilà, Frédéric ne peut pas faire autrement. Il a besoin des bras d'Adèle, il y trouve la paix qu'il a toujours cherchée. Adèle est très éprise de Frédéric. Elle est fiancée avec un certain Bruno qui, ce n'est pas un détail sans signification, est dans les affaires. Oui, dans les affaires, tout comme le père de Frédéric. Inconsciemment, car c'est dans l'inconscient que tout se passe, Frédéric recrée vis-à-vis d'Adèle des relations de mère à fils. Il arrête totalement de travailler et se laisse entretenir par elle. Il faut bien comprendre que ce n'est pas, de la part de Frédéric, un désir banal d'être entretenu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il a besoin de dépendre financièrement d'Adèle, tout comme l'enfant dépend de sa mère. C'est un désir de soumission qu'il réalise de cette manière. Frédéric a donc trouvé son équilibre, mais vous le sentez bien, tout cela ne peut pas aller très loin. Il y a derrière, dans les profondeurs, une telle charge émotive, de tels problèmes, de telles tensions, que Frédéric ne pourra pas longtemps maîtriser cette situation trop dangereuse pour lui. Le drame doit avoir lieu, c'est inévitable, obligatoire. Et le drame se produit en effet à la fin de l'année 1927. Au bout de 3 ans de relation entre Frédéric et Adèle, le problème du mariage finit bien par se poser. Jusque-là, Adèle a reporté de mois en mois son mariage avec Bruno. Mais Bruno s'est fait plus pressant. Adèle doit prendre une décision, s'engager dans la vie. Mais elle ne veut pas renoncer à Frédéric, car malgré tous ses défauts, ses sautes d'humeur, les femmes qu'il fréquente, son alcoolisme, elle l'aime. Sans doute l'aime-t-elle un peu comme une mère, sans doute ressent-elle le besoin de protéger cet être à qui la vie a fait tant de mal. Alors un jour de décembre 1927, voici ce qu'elle propose à Frédéric. « Mon chéri, il faut que j'épouse Bruno. Nous, ça ne peut pas durer comme ça. Écoute, si tu restes avec mon mari et moi, tu seras l'ami de la famille. Et entre nous, rien ne sera changé. » Oui, c'est cette incroyable solution qu'Adèle a imaginée pour résoudre le problème. La réaction de Frédéric est si violente qu'elle laisse Adèle stupéfaite. « Adèle, veux-tu te suicider avec moi ?» Adèle met plusieurs jours à accepter, mais elle accepte. Sans doute, elle aussi est-elle une tourmentée, une inquiète. Sans doute, pour elle aussi, la vie ne vaut pas grand-chose. C'est Adèle, bien entendu, qui achète le revolver, car cette fois encore, Frédéric doit dépendre financièrement d'elle jusque dans la mort. Mais pourquoi ? Pourquoi cette brutale réaction de Frédéric quand Adèle lui a proposé cette solution, bien entendu boiteuse, insensée ? Pourquoi le mariage d'Adèle, le fait qu'il devenait l'ami du couple, l'a-t-il décidé à mourir avec sa maîtresse ? Eh bien, sans doute parce que c'était la répétition de la situation qu'il avait depuis toujours hantée. Adèle allait se marier avec son homme d'affaires et lui, en tant qu'ami de la famille, se retrouverait dans la position d'un fils vis-à-vis de ses parents, et il aurait Adèle, c'est-à-dire sa mère, comme maîtresse. Bien sûr, dans un certain sens, c'était cela qu'il avait rêvé. Mais c'était devenu brusquement trop clair, trop évident. Ce qui était jusque-là resté dans l'inconscient passait dans la conscience, et avec ce passage ressurgissaient brutalement tous ces sentiments de culpabilité et d'angoisse. Brutalement, Frédéric se rendait compte que l'aventure dans laquelle il s'était engagé, poussé par une image, était une aventure sans issue. Ou plutôt s'il y avait une issue, bien sûr, la mort. La mort qui permettait de concilier à la fois son amour et son sentiment de culpabilité. La mort qui lui permettait de rejoindre sa mère tout en donnant satisfaction à son père,
Car cette union qu'il propose à Adèle sous la forme d'un suicide commun est un acte d'amour, un acte charnel et passionnel à la fois. Mais par cette double destruction de lui-même et de l'objet aimé, il apaise l'image paternelle terrible qui n'a jamais cessé de le poursuivre. Il se punit tout en réalisant son désir. En entrant dans la chambre d'hôtel, la chambre sordide aux papiers à fleurs tachées, Frédéric a trouvé la paix. Il tient dans sa main le revolver. Il a enfin résolu ses contradictions. Il a devant lui deux visages qui lui sourient comme pour lui souhaiter bonne chance dans l'éternité. Une mère qu'il aime et un père qui lui pardonne. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Pour l'honneur, combien d'actes fous insensés ont été commis par nos ancêtres pour l'honneur? Je dis par nos ancêtres, car il semble que ce fameux honneur soit de moins en moins à l'ordre du jour par les temps qui courent. Toujours est-il que le dossier d'aujourd'hui s'ouvre chez nous, en France, il n'y a pas si longtemps. Mais il n'est en France, si l'on peut dire, que géographiquement. Par l'esprit, il se passe ailleurs, au milieu de gens pour qui l'honneur est encore une chose vivante. Mais comme tout ce qui vit, il porte avec lui ses contraintes et ses malheurs, ainsi que le prouve cette histoire. « 0h45. Nous sommes le 19 mars 1958. Une route battue par un vent glacé, un vent qui semble attiser un incendie. Cet incendie brûle dans le cœur de deux jeunes gens. Il n'y a pas si longtemps, cet incendie était celui de l'amour fou, de l'amour qui brave les contraintes ancestrales les plus sévères et les on-dit qui savent faire tant de mal. Oui, il n'y a pas si longtemps, cet incendie se nourrissait des flammes de l'amour et aujourd'hui, 19 mars 1958, c'est un feu peut-être encore plus brûlant qui couve dans le cœur des deux jeunes gens. C'est la haine. La haine farouche. La haine que rien n'arrête. La haine qui tue. Pour l'instant, le garçon et la fille ne sont que deux silhouettes fugitives sous une lune indifférente qui brille dans le ciel nettoyé par le vent. Dans quelques instants, des instants qui ne se comptent même plus en minutes, l'une de ces deux silhouettes va rouler sur les cailloux du chemin. L'un des deux, le jeune homme ou la jeune fille, l'un des deux va mourir. Celui des deux qui a décidé la mort voudrait-il à cet instant arrêter la machine, que cela ne serait pas non plus en son pouvoir et que la terrible décision s'accomplirait malgré tout. Ainsi en est-il lorsque la vendetta est en marche. Oui, c'est bien de vendetta qu'il s'agit. Elle s'appelle Vicenza Geraci. Il se nomme Giuseppe Tardanico. On l'appelle Giuseppino. Elle l'a toujours appelé Pino. Pino. Réfléchis encore. La jeune femme s'est arrêtée brusquement. Elle pose la main sur le bras de l'homme et lui tient la manche. Il ne la regarde même pas, la main fourrée dans la poche de sa veste. Il se dégage d'un mouvement d'épaule et reprend la marche. Vicenza le rattrape après quelques pas.
Elle fixe avec ardeur ce profil qu'elle trouve toujours si beau et qui lui oppose l'indifférence d'un mur. Elle parle, en marchant à voix basse. « Pino, pense à l'enfant. Pense à l'enfant. » Toujours le profil indifférent. Toujours les pas rapides, qui ne laissent aucun répit. « Pino, j'ai prié. J'ai tellement prié la Madone. Et maintenant, fais attention, Pino. » Les mâchoires de l'homme se sont serrées, et dans sa poche, sa main saisit le manche en corne d'un long couteau à cran d'arrêt. Les mâchoires sont tellement serrées que l'on pourrait entendre ses dents grincer à chaque parole de la petite dame brune qui trotte à ses côtés. Giuseppino a glissé l'ongle du pouce dans la petite rainure de la lame d'acier, et dans la poche, le grand couteau commence à s'ouvrir. Cette entrevue, cette marche pressée côte à côte dans la nuit, ne doit se terminer que dans le sang. Ainsi, on a décidé une loi implacable. Une loi qui n'est écrite nulle part, une loi aussi vieille que la mémoire des hommes, dont elle règle la vie et la mort, une loi de l'honneur. Et les deux silhouettes qui marchent pressées en pleine nuit, ce 19 mars 1958, ces deux silhouettes n'ont plus aucun moyen à cette minute d'échapper à la loi implacable. Celui des deux qui doit mourir, se mettrait-il à genoux ou s'enfuirait-il à l'autre bout du monde? Qu'il mourrait quand même. Oui, je vous l'ai dit, dans quelques secondes, l'une des deux silhouettes va franchir les portes noires de la mort, cette nuit du 19 mars 1958, à 0h45. Pourtant, nous ne sommes pas en Sicile. Ce vent froid qui balaie la route a traversé les glaciers des Alpes. Nous sommes près de Poisa, rue Léon Jouot, à 3 km de Grenoble. Grenoble, oui, en France. Grenoble, où se joue le dernier acte de la vendetta. 15 mai 1934. Dans le petit village de Riesi, la famille Tardanico salue de quelques bouteilles de vin la naissance de Giuseppino, un garçon de plus. Le 10 septembre 1939, à Sommatino, le village voisin, à peu près autant de bouteilles du même vin chez les Geraci pour la venue au monde de Vicenza, une fille de plus. Entre les deux villages, on s'est battu et on se battra encore en se jurant une haine éternelle pour un bout de terrain pelé. Mais entre les deux villages, on se marie. Garçons et filles sont tous plus ou moins cousins. Et puis chaque jour, les enfants issus de ces mariages se retrouvent ensemble à l'école de la liberté et des grandes promenades dans les maquis. À l'école de la vie, on n'y apprend pas tellement à lire et à écrire, mais quand on en sort, on sait jouer des coudes, marcher pieds nus sur les cailloux, trouver de l'eau où il n'y en a pas et se contenter d'une tranche de blé dur et quelquefois c'est la fête d'un fromage de chèvre. Giuseppino, Giuseppino! La bande de gosses aux jambes fines tout en muscles est en pleine escalade, petite silhouette agrippée à flanc de rocher comme des chamois. Giuseppino, où es-tu? Oh, je suis là. Je vous rejoins. Le gamin est en bas de la pente. Il agite le bras en sortant de l'ombre. Où était-il encore fourré, celui-là? Ben, il causait. Il causait avec la Vicenza Geraci. Ah, ah, ah. Vicenza et Pino sont fiancés, ils sont fiancés. Vicenza et Pino sont fiancés, Vicenza et Pino. Sous le soleil de Sicile, les enfants des deux villages jouent à se fiancer, ils jouent à la guerre, à la bataille, comme tous les enfants du monde. Mais plus sérieusement peut-être que chez nous. Ici, on ne joue pas aux gendarmes et aux voleurs, personne ne voudrait être le gendarme. Il y a des bandes, des clans, mais chacun est fier et libre, comme dans les histoires que l'on raconte dans les familles. Des histoires où le fil conducteur est toujours l'honneur, le motif toujours la vengeance, et la fin toujours la mort. Et puis on grandit. La guerre passe, mais ici on est déjà tellement pauvre que même la guerre ne peut pas apporter les privations dont on souffre ailleurs. On grandit et on oublie les fiançailles d'enfants dans le maquis. Les belles histoires d'honneur et de mort s'estompent et n'intéressent plus que les très vieux ou les très jeunes. On n'est plus préoccupé que par une chose, le travail. Le travail qu'il faut trouver. Et c'est déjà tout un travail que d'en chercher. Les plus âgés, ceux qui ont de la chance ou du courage, s'en vont vers les pays riches, vers la France. Antoinette, la sœur de Giuseppino, a épousé l'aîné de la famille Sambito,
le gars Damiano, du village d'à côté. Giuseppino rêve quand arrivent les lettres d'Antoinette. Grenoble, Poisat, le lieu-dit des Marais où habite sa sœur. Tous ces noms étrangers lui font envie, tout comme nous font envie les noms des villages de Sicile. Chère famille, ici, tout va de mieux en mieux. Nous avons acheté une radio. Nous parlons bien français. Nous avons retrouvé dans la région beaucoup de compatriotes. Embrassez bien Giuseppino. Et dites-lui que nous regrettons bien de ne pas l'avoir près de nous, car, avec son métier de maçon qu'il a appris, il pourrait facilement trouver du travail lui aussi. Giuseppino, eh bien, le voici qui débarque à Poisat avec sa valise de carton, sans un sou en poche, car il a tout dépensé pour le voyage, mais avec 2 mains bien solides et toute l'énergie de la jeunesse. Sa sœur Antoinette est folle de joie. Son beau-frère Damiano lui trouve aussitôt du travail. « Bien entendu, Pino, tu habites chez nous. Nous avions déjà préparé un lit pour toi. » Et Giuseppino travaille, avec la joie de travailler, et chaque soir, il rentre chez sa sœur et son beau-frère. Oh, il ne dépense guère. Aussi arrive-t-il à faire ce qu'il croyait impossible en ce bas monde, des économies. Et puis, après des mois et des mois de travail, il se rend compte qu'il va pouvoir faire comme les Français une chose impensable, prendre des vacances. Des vacances. Est-ce que l'on pouvait croire qu'une chose pareille existe? Et pourtant le voici prêt à partir, avec une valise neuve, une chemise neuve. Tout naturellement, il retourne au pays. Il dit au revoir aux amis, et notamment à Filippo Geraci, qui s'est installé dans le voisinage après avoir épousé la sœur de Damiano. Adieu, Giuseppino, sacré vénard. Tiens, puisque tu retournes là-bas, passe un message pour moi. Si tu vois ma sœur, dis-lui que je l'aime bien et que je pense à elle. Ta sœur, Filippo? Mais oui, ma sœur. La Vicenza Geraci. Oh oui. Hey. Giuseppino retourne au pays. Giuseppino n'oubliera pas le message. Il va la revoir, la Vicenza. Et cela va être le début d'un court bonheur et d'un long malheur. C'est le bal du plein été, entre les 4 arbres de la place du village. On a tendu des fils avec des petits drapeaux, quelques lampions. Giuseppino a mis la belle chemise de France. Il y a là toute la jeunesse des villages de Riesi et Sommatino. Giuseppino cherche la Vicenza pour lui passer le message d'affection de son frère qui est installé à Grenoble. La Vicenza? Mais c'est elle, là-bas, près des musiciens. Jésus, c'est cette jolie fille. Hé, je ne l'aurais jamais reconnue. Je me souviens d'une gamine, à peine grande comme ça. Eh, c'est qu'elle a vieilli, elle aussi. Elle a eu ses 16 ans. Elle va vers les 17. Et Giuseppino retrouve Vicenza. Il lui passe le message de son frère. Et Vicenza voit devant elle un grand gars si beau dans sa chemise de France, un grand gars avec un profil de prince, enfin. Comme elle imagine les princes des histoires de princes. Et Vicenza danse avec Pino. Et ils se reverront le lendemain et le lendemain encore. Et puis, voici très proche la fin des vacances. À la table installée derrière la ferme des Geraci, il y a 2 hommes face à face. Les femmes ont débarrassé les restes du repas exceptionnel et elles se sont retirées. Elles se sont retirées, y compris Vicenza, et pourtant c'est d'elle que l'on parle, de son avenir, de toute sa vie. Les 2 hommes face à face, c'est le père de Vicenza et Giuseppino. On parle fiançailles et mariage. Ce sont des décisions qui se prennent sans la fiancée. On parle de la dot. 50 000 livres. Pourtant, le père, ancien mineur dans les mines de soufre, rongé par la maladie, ne peut même plus subvenir aux besoins de la famille. Cela fait déjà plusieurs années que Vicenza est employée comme servante dans des familles bourgeoises. Giuseppino et Vicenza sont amoureux. Cela devrait suffire, mais pourtant, le père promet la dot. C'est un point d'honneur. Avant la fin des vacances, avant le retour de Pino vers la France et le travail, les fiançailles sont célébrées. Pino rentre à Poisat et il porte en lui une provision de soleil du pays et sur lui, autour du cou, une chaîne avec une petite croix d'or pour lui rappeler le serment qu'il a échangé avec Vicenza. Entre la France et la Sicile, entre Poisat et Sommatino, on s'écrit. On s'écrit des lettres officielles avec des formules d'amour à la fois indispensables et raisonnables, car les lettres sont lues par les parents. Ah oui. Alors il faut bien qu'il y ait des mots d'amour puisque l'on est fiancé, mais il faut aussi rester dans les limites du respect et de l'honneur.
Un jour, c'est le choc. Le père de Vincenza, trop malade, trop pauvre, ne pourra pas payer la dot. Alors la famille décide que les fiançailles sont rompues. L'honneur le commande. Mais Vincenza a donné son cœur à Giuseppino. Elle continue malgré tout à se considérer comme sa future femme. Et elle continue aussi à lui écrire clandestinement. Et après ce que Pino a juré, elle pense, elle est sûre, qu'il continue à songer à elle de la même manière. Mais ses lettres à lui s'espacent et finissent par ne plus arriver. C'est que Giuseppino change. Il change au grand étonnement de tous. Voyez-vous, chers amis, il faut bien imaginer dans quel cadre se passe la vie de ces exilés. Si vous pensez un seul instant qu'ils sont seuls, isolés, ou en petites cellules au sein d'un monde étranger, vous vous trompez. Dans le Dauphiné, il y a une vraie colonie italienne, 60 000 personnes environ. Chaque année, 2 à 3 000 émigrants viennent s'y ajouter, et tout naturellement, ils se regroupent pour habiter dans les mêmes quartiers où bientôt fleurissent les pizzerias, et on a tôt fait de lancer les cordes à linge de fenêtre en fenêtre en travers de la rue, où l'on préfère crier fort pour se dire quelque chose plutôt que de monter les étages. On retrouve sa langue, ses histoires, sa nourriture, ses traditions. Et personne ne fait rien pour y échapper, bien au contraire. Personne? Sauf Giuseppino. Giuseppino a conscience que s'il reste dans cette atmosphère, il ne sera pas véritablement sorti de tout ce qu'il cherchait à fuir en quittant la Sicile. Alors il s'éloigne, il sort beaucoup. Il fraternise presque uniquement avec des Français, et surtout des Françaises. Oh oui, les Françaises, si différentes, qui aiment tant rire, qui sont tellement plus libres que les Siciliennes vêtues de noir. Or, en voici une Sicilienne brune, discrète, qui débarque à Grenoble le 22 août 1957. C'est Vincenza. Elle a tout quitté, son village, sa famille, car elle n'en pouvait plus d'être loin de son fiancé. Dans la maison de Poisa, il y a Antoinette et Damiano. Il y a leurs 6 enfants. Tout le monde en costume du dimanche. Et Pino? Où est Giuseppino? C'est la première question de Vincenza quand elle franchit le seuil. Pino? Mais il est sorti, et comme tous les dimanches, sorti avec ses amis. Le soir, il est là. On les laisse seuls. Ils ont sûrement des choses à se dire. Mais elle ne peut dire qu'une chose. Tu vois, j'ai tout laissé, tout bravé pour venir te rejoindre. Est-ce que tu m'aimes encore? Et lui, qu'est-ce qu'il peut répondre dans une telle situation? Il répond que oui, qu'il l'aime encore, qu'il l'aimera toujours. Il a tort. Certainement, il a tort. Mais peut-il faire autrement avec toute la famille qu'il sent attendant derrière la porte? Et puis, Vincenza est bien jolie. 3 jours plus tard, il devient évident qu'ils ont besoin d'une chambre pour eux. Alors le beau-frère Damiano aménage le garage avec un clin d'œil à sa femme Antoinette. Si les choses en sont là, laissons-les faire. Ils ne tarderont pas à se marier puisqu'ils sont fiancés, puisque Pino a juré fidélité. Mais Pino n'en est plus là. Pino voudrait autre chose maintenant qu'il connaît ce coin de France. Il sait qu'avec son métier, il peut travailler n'importe où. Il sent qu'il pourrait éclater, se libérer enfin de la famille, des traditions. Il y était presque. Et le voilà maintenant avec une femme sur les bras et tous les regards du clan fixés sur lui. Ils se sont de plus en plus coincés. Surtout le jour où Vincenza lui annonce qu'elle attend un enfant. Et le voilà Pino qui tourne en rond dans le garage aménagé qui est leur maison. Le voilà qui parle de moins en moins, qui semble, pour un oui, pour un non, pris d'une rage froide, un rien l'énerve. Ah, ils sont loin les serments d'amoureux, après le bal du petit village sicilien. Voici bientôt les disputes dont l'écho de plus en plus fréquent parvient aux oreilles de la famille, des amis. Plus personne dans le clan n'ignore l'état des choses et le moindre déjeuner le dimanche, la moindre soirée, non plus qu'un sujet de conversation. Alors quand, Pino? Quand mènes-tu Vincenza chez le maire? Et Giuseppino, pris sous le feu roulant des questions, Giuseppino tergiverse de plus en plus enragé, il essaie de gagner du temps. Bientôt, mais oui, très bientôt. Alors pourquoi pas tout de suite? Mais il y a les papiers. Vous comprenez les papiers? Nous sommes étrangers tous les deux, on se marie pas comme ça, il faut des papiers, beaucoup de papiers, qui sont pas encore arrivés. Ah, les papiers. Il a trouvé cette maigre excuse. La famille et les amis pourtant, qui n'y connaissent pas grand-chose, y croient à cette histoire de papiers. Ah, c'est vrai qu'il faut des papiers pour tout quand on est étranger. Voilà un peu le temps de gagner. Mais combien? Bientôt les discussions reprennent, qui se transforment cette fois en bagarre. Le ton monte, on s'empoigne avec rage, en dessus des tables renversées.
On ressort le vieux mot sacré, l'honneur, l'honneur de la famille, l'honneur de la parole donnée. Le bruit de cette situation est remonté jusqu'au pays. Cela ne peut plus durer. Pino doit épouser Vicenza avant que l'enfant naisse. Oui. On a ressorti le vieux mot sacré. Et avec lui sont apparus les couteaux, les longs couteaux à cran d'arrêt. Voici l'ami Piliteri du village de Vicenza. L'ami Piliteri crache au visage de Pino en le traitant de parjure. Et comme Pino se détourne, l'ami Piliteri lui plante son couteau dans le ventre. Au retour de l'hôpital, Pino va trouver Vicenza et pleurer, Vicenza en larmes, car c'est à cause d'elle que tout cela est arrivé. Elle l'aime toujours. Elle n'envisage d'autre solution que d'unir sa vie à celle de cet homme. Mais les mois passent. La blessure est guérie, et Pino est de plus en plus froid, de plus en plus lointain. Maintenant, Vicenza a compris. Pino ne l'épousera jamais. Elle va trouver son frère Filippo. J'ai compris, tu sais. À cause de moi, ton honneur et celui de toute la famille est menacé. Trouve-moi une arme. Je ferai ce qu'il faut. Oh, pas une seconde, Filippo n'essaie de dissuader sa sœur. Elle est dans la droite ligne de la tradition des femmes de son pays. Il connaît un brocanteur nord-africain qui lui procure sans difficulté un vieux revolver d'ordonnance calibre 11 mm. Vicenza fourre le revolver chargé dans son sac. Si je vois Pino, je le tue. Nous sommes le mardi 18 mars. Elle le voit, Pino. Elle a le revolver sur elle. Mais elle ne tire pas. Elle l'a retrouvé dans le café au coin de la rue chez Maria Bianca à l'enseigne du bon vin. Elle ne tire pas. Elle ne tire pas parce que Pino vient près d'elle avec un sourire, le sourire qu'elle lui connaissait dans les jours passés. « Vicenza, les papiers sont en règle, tu vois? Je ne t'ai pas menti. Demain, nous irons faire les démarches. » Et le lendemain, mercredi 19 mars 1958, Vicenza et Pino, accompagnés du frère de la fiancée, vont à la mairie et à la clinique pour les certificats prénuptiaux. Le mariage se fera très vite, le jeudi 27 mars. Le soir, chez Filippo, c'est une double fête. La Saint-Joseph, jour de liesse traditionnel, et le mariage prochain de la sœur. Tout le monde est gai, tout le monde chante, sauf Vicenza. Bientôt, au bout de la table, on entend des éclats de voix, et l'on s'aperçoit qu'une dispute, une de plus, oppose les futurs mariés. Pino est exaspéré. « Mais ce n'est pas parce que j'ai les papiers que je t'épouserai. »« Qu'est-ce qu'il dit ?»« Mais calme-toi, Pino, fait Filippo qui essaie d'adoucir les choses. » Alors Vicenza éclate à son tour et révèle ce qu'elle sait. Pino s'est fait engager sur un chantier à 40 km et il compte se sauver demain matin. « Tenez, vous voulez une preuve? La voilà la preuve !» Et Vicenza arrache de la poche de Pino sa carte de travail avec l'adresse du nouveau chantier. Le silence est retombé soudain. Pino s'est redressé, gifle Vicenza à toute volée et sort. Mais derrière lui, Pino a laissé un tribunal de famille. Et c'est Vicenza qui prononce la sentence. Un peu plus tard, tout le monde retrouve Pino au café au bon vin, tout semble oublié, on joue aux cartes. Et l'on va boire encore quelques verres chez Salvatore Amato. Il est 00h30 lorsqu'on se sépare. À 00h45, nous retrouvons les deux silhouettes qui marchent à pas pressés sur la route de Poisa. C'est la scène que je vous ai décrite au début de cette histoire. Vicenza essaie une dernière fois de parler, mais elle ne rencontre que le profil buté de l'homme qu'elle aime. Et voici Pino qui sent la rage monter en lui. Pino qui commence à ouvrir dans sa poche le long couteau à cran d'arrêt. Maintenant, quelqu'un doit mourir. Alors, Vicenza se retourne, fait un signe, et 4 silhouettes sortent de l'ombre. Il y a là Filippo, le frère de la fiancée bafouée, Salvatore Amato et les frères Sambito. Ils ont suivi le couple en silence. Pino se retourne. « Vous m'avez suivi il y a 4. Vous ne me faites pas peur. Je vais vous faire manger la terre. » Les 4 silhouettes se rapprochent.
À la dernière seconde, Vincenza essaie de s'interposer. Quelqu'un la bouscule, elle tombe dans le fossé où elle s'entaille profondément la main sur un tesson de bouteille. Pendant qu'elle sent monter en elle la douleur, elle voit Domenico Sambito tirer de sa poche le vieux revolver 11 mm qu'elle lui a donné après la réunion du tribunal de famille. Salvatore Amato brandit un 8 mm tout aussi vieux mais tout aussi efficace. 5 coups de feu claquent à bout portant. Giuseppe Tardanico, Pino, qui a manqué à sa parole. Pino est mort. Un an plus tard, une jeune femme brune sort un peu éblouie du palais de justice. Vincenza a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis et les 2 meurtriers à 5 ans ferme. Un verdict qui laisserait penser que les jurés ont compris ce que représente la loi de l'honneur pour les Siciliens. Vincenza marche vers le quartier italien où des centaines de personnes l'attendent. Dans ses bras, elle porte un petit garçon de quelques mois, un petit garçon né en prison, un petit garçon qu'elle a appelé Giuseppino. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je ne crois pas que vous puissiez imaginer une seule seconde ce que fut la double vie de Julia Kranz. Je ne crois pas non plus qu'un être humain ait vécu la double vie de Julia Kranz. Elle a duré 7 ans. 7 ans de ténèbres. 7 ans pendant lesquels Julia Kranz fut tour à tour Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Lorsque vous entendrez la fin de ce dossier extraordinaire, qui que vous soyez, regardez-vous dans une glace. Regardez-vous bien. Et demandez-vous très honnêtement ce que vous auriez fait ou ce que vous n'auriez pas fait à la place de Julia Kranz. Vous verrez comme ça fait peur. Vous verrez comme c'est effrayant de penser que la double vie de Julia Kranz pourrait être la vôtre. Julia Kranz a 17 ans en 1927 lorsqu'elle entame sa double vie. Elle en aura 27 quand tout sera terminé. À 17 ans, Julia est une jolie fille de la campagne qui va se marier. Un visage rond encore un peu enfantin, des yeux bleus candides et d'énormes macarons de tresses blondes sur les oreilles. Ses parents sont paysans. Ils vivent dans la région d'Heidelberg. Son fiancé est employé à la ville. Ce jour de 1927 a une date qu'elle ne peut préciser davantage, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Julia Kranz est dans un train pour un court trajet qui la ramène dans sa famille. Elle est mariée depuis environ 1 mois. Dans le compartiment en face de Julia, il y a sûrement quelqu'un. Ou à côté, à droite ou à gauche, il y a au moins quelqu'un, puisque quelqu'un lui parle. Qui est-ce? Il semble que ce soit un homme. Comment est-il? Julia ne sait pas. Comment s'appelle-t-il? C'est peut-être Schnee. Tiens, pourquoi Schnee? Non, c'est Denik. Non.
Non, c'est Bergen. Plutôt Bergen. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Il est docteur. Ah ça oui, c'est un docteur. Quoi d'autre, Julia Krantz? Rien d'autre, dit Julia Krantz. Non, vraiment rien d'autre. Ne m'en demandez pas davantage. Je ne me souviens de rien. Mais que s'est-il passé depuis votre mariage, Julia Krantz? Vous avez bien changé? Votre mari s'inquiète. Il n'ose pas le dire, mais il a peur. Vous êtes toujours malade, nerveuse, bizarre. Par moments, vous faites des choses étranges. Je ne sais pas, dit Julia Krantz. Je crois que je suis malade depuis longtemps. D'ailleurs, tout le monde le sait, j'ai toujours été malade. On me soigne, mais je crois que je ne guérirai jamais. Voilà à peu de choses près ce que peut dire Julia Krantz à l'automne 1934, 7 ans après son mariage. Et justement, M. Krantz s'inquiète de l'état de santé de sa femme. « Julia, cette vie ne peut plus durer. Je veux savoir ce qui se passe. Nous allons nous rendre tous les deux ensemble chez ton médecin. Depuis le temps qu'il te soigne, ton état ne s'améliore pas, au contraire. Comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Enfin, Julia, c'est impossible. Tu y vas 2 ou 3 fois par semaine. Ne me dis pas que tu ignores son nom, tu deviens folle. Ne me tourmente pas, je t'en supplie. J'ai si mal à la tête. Enfin, tu sais au moins où il habite, je suppose, puisque tu y vas seule. Julia, tu m'écoutes? Julia Krantz, elle est très tirée, elle se tient le front, semble souffrir beaucoup. Bon, très bien, Julia, habille-toi, nous y allons tout de suite. Julia Krantz et son mari, Heinrich, quittent leur domicile à pied pour se rendre chez le médecin. Heinrich se laisse guider par sa femme. Elle se dirige vers le centre de la ville. Heidelberg est une charmante petite ville d'Allemagne occidentale. Elle appartient au Grand-Duché de Bade, entourée de forêts et construite autour du château des princes de Heidelberg, traversée par 2 rivières aux eaux calmes et claires. C'est une des plus anciennes cités universitaires d'Allemagne. Arrivée sur une petite place ornée d'une fontaine, Julia, soudain, s'arrête sur le trottoir, hésitante. Je ne sais plus où aller. C'est tout près d'ici, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas aller plus loin. Je t'assure, Heinrich. Ne m'oblige pas à aller plus loin. Je ne peux pas. Déconcerté, Heinrich regarde sa femme. Elle est agitée de tremblements nerveux, ses yeux sont devenus fixes. Elle ne cesse de répéter « Je ne peux pas, je ne peux pas !» Je t'en prie, Julia, fais un effort. Reprends-toi. Tu sais où habite ton médecin. Tu le sais forcément, mais dis-le, cherche. Et Julia se laisse tomber sur un banc en sanglotant convulsivement, incapable de parler. Heinrich est obligé d'abandonner et de ramener sa femme. À plusieurs reprises, il renouvellera l'expérience, sans obtenir plus de résultats. À chaque tentative, Julia s'arrête pile sur la petite place près de la fontaine, incapable d'aller plus loin, et à chaque fois, victime de la même crise nerveuse. À force de ruse et de persuasion, Heinrich n'obtiendra qu'un seul renseignement de Julia. Cet homme est le seul à pouvoir me soigner. Il met ses mains sur ma tête et l'horrible douleur s'en va. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit « Calmez-vous, Julia, et dormez. » Je m'endors et je n'ai plus mal. En dehors de cela, rien. Julia ne cesse de se plaindre de maux de tête violents, elle est déprimée, pleure la moitié du temps et dit qu'elle va mourir. Dès que son mari a le dos tourné, elle disparaît chez ce médecin inconnu dont les honoraires sont si élevés qu'il frise l'escroquerie. Heinrich a bien tenté de refuser l'argent nécessaire, mais Julia l'a volé, a vendu ses bijoux, et elle dépérit de plus en plus. Chaque fois que son mari a tenté de la suivre, il a échoué. Julia a été comme avertie et retournée sur ses pas. Les crises étaient si violentes ensuite que son mari a dû y renoncer. Oh, peut-être avez-vous déjà compris. Heinrich, lui, ne comprend pas. C'est un homme simple, employé de bureau, d'une intelligence moyenne. Sa réaction, pourtant, est sûrement la bonne.
Ne sachant plus quoi faire, il se présente à la police de Heidelberg. Je viens déposer une plainte contre inconnu. Ma femme se fait soigner par un guérisseur depuis 7 ans. J'ignore qui est cet homme, où il se trouve. Mais il nous a dépouillé de 3000 marks au moins. Le policier qui enregistre la plainte se montre tellement sceptique que le malheureux M. Kranz est obligé de faire venir toute la famille, les voisins et le médecin de famille pour confirmer ses dires. Non, il n'est pas fou. Non, il ne connaît pas cet homme et sa femme non plus. Oui, cet homme la soigne depuis 7 ans. Non, elle ne sait pas où il habite. Non, elle ne sait pas le décrire. Elle ne connaît pas son visage. Elle ne sait pas comment il s'appelle, s'il est grand ou petit, gros ou maigre. Pauvre Heinrich. Il ne sait rien. Et ce qu'il va apprendre en l'espace de quelques mois rendrait fou n'importe quel mari, n'importe quel homme. Enfin convaincue, la police de Heidelberg, ne sachant par quel bout entamer son enquête, décide d'appeler au secours le docteur Meyer, psychiatre réputé et spécialiste, l'un des rares à cette époque en 1934, spécialiste, vous l'avez dit vous-même, de l'hypnose. Dès le premier examen, les conclusions du docteur Meyer sont formelles. Cette femme est dans un état hypnotique extrêmement profond. Elle se trouve actuellement dans ce que nous appelons une situation de refus ou de blocage, c'est-à-dire elle est capable de répondre à toutes les questions qui concernent sa vie domestique connue, sans aucun trouble de la mémoire. Par contre, dès qu'on lui parle de sa vie privée, de sa vie de malade, de ses pensées ou de ses sentiments personnels et surtout de son médecin, le blocage intervient. La personne qui a pratiqué sur elle cette forme d'hypnose a réalisé un véritable dressage hypnotique. Autrement dit, Julia Kranz vit une existence consciente avec son mari et son entourage immédiat, mais elle mène une autre existence inconsciente qui la perturbe gravement. Je suppose, ajoute le docteur Meyer, je suppose que l'hypnotiseur est très habile et qu'il a utilisé des mots clés, ce que l'on appelle des mots de verrouillage, pour empêcher le sujet de parler. Ce qui revient à dire que sans connaître ces mots clés, il est impossible de savoir ce qu'il a commandé au sujet de faire. Tout ce que je peux tenter moi-même, c'est de l'hypnotiser à mon tour. Cela demandera du temps, de la patience, mais je pense y arriver. Julia Kranz est un sujet facile, peut-être même trop facile. Il est possible que son hypnotiseur ait réussi à lui faire accomplir des actes graves. En principe, les cas de ce genre sont rares, mais l'état de cette jeune femme m'inquiète, je vous l'avoue. Julia Kranz, désespérée, s'adresse alors elle-même au docteur Meyer. « Docteur, aidez-moi, je vous en supplie. C'est horrible, tout s'embrouille dans ma tête. Mais j'ai parfois le sentiment que cet homme m'a fait faire des choses affreuses. J'ai honte de le dire, il me semble que j'ai trompé mon mari, mais je ne sais pas avec qui ni comment. Aidez-moi à savoir, je veux savoir. » À la première séance d'hypnose pratiquée par le docteur Meyer, la police apprend 2 ou 3 choses intéressantes. Julia parle avec difficulté, d'une voix étrange, monocorde. Je suis dans le train. J'ai mal à la tête. Un homme me parle. Il dit « Je suis médecin, naturiste et homéopathe. Je suis le docteur Bergen. Il dit que je suis malade, qu'il va me soigner. Il m'aide à porter ma valise, il me prend la main, il me regarde. Il me regarde. Il me regarde, je n'ai plus de volonté. Il me dit qu'il fait noir autour de moi. Je ne vois plus rien, je marche, longtemps. Nous entrons dans une maison, un escalier, 2 étages. Il y a un bureau de bois, une pendule en marbre, une chaise longue, un lit. Je sens sa main se poser sur ma tête. Il dit « Calme, calme. » Je ne vois plus rien.
Décrivez cet homme. Je ne peux pas. Je ne les vois pas. Effacez tout cela. Pensez à cet homme. Comment fait-il pour calmer les douleurs de votre tête? Il mit sa main à gauche sur ma poitrine, la droite sur ma tête, puis devant ses yeux. Pensez à lui maintenant, que voyez-vous? Je vois une cicatrice sur la jambe gauche, sur le tibia. Je vois un maillot de bain bleu avec une ceinture blanche. Il est grand. Ses cheveux? Clairs. Son visage? Une dent en or à droite, une dent au nord. C'est tout ce que je vois. Je ne vois plus rien. Laissez-moi. Ces renseignements trop maigres pour aider la police se complètent petit à petit au fur et à mesure que le docteur Meyer, en associant des mots, en limitant les questions, arrive à tourner autour du verrouillage mental créé par l'hypnotiseur. Peu à peu, des personnages naissent autour de Julia Krantz, des objets des lieux précis, et notamment une chambre d'hôtel qu'elle décrit avec une précision telle qu'on la retrouve facilement. Une séance est particulièrement éprouvante pour Julia Krantz. C'est celle où elle décrit la scène qui s'est déroulée dans cette chambre d'hôtel. Manifestement, l'hypnotiseur l'a contrainte à devenir sa maîtresse. Julia ne se souvient pas de l'acte lui-même, mais se met à pleurer en prononçant des mots sans suite. Elle cache son visage dans ses mains et se débat sur le divan de consultation du docteur Meyer. Le cas est rare, mais Julia Krantz fait partie des individus qui acceptent tout d'un hypnotiseur, même les choses que l'on refuse normalement. En général, lorsqu'on demande à une femme hypnotisée de se déshabiller, elle refuse. Julia Krantz n'a pas refusé. Julia Krantz est une exception, et l'hypnotiseur est un homme terriblement dangereux. Dangereux, mais guère plus malin que la plupart des escrocs. Le 27 juillet 1934, à Speyer, la police arrête par hasard un certain Franz Walter, ancien employé de banque, qui se fait passer pour un médecin guérisseur et vient d'escroquer un malade de quelques centaines de marks. L'histoire de Julia Krantz faisant grand bruit en Allemagne, on pense immédiatement à lui, et l'on montre sa photo à Julia, espérant déclencher dans son esprit un souvenir précis. Hélas, Julia ne reconnaît pas l'homme. Elle ne voit, dit-elle, même hypnotisée par le docteur Meyer, que du noir. Pour le spécialiste, c'est une indication, mais pour la police, ce n'est guère suffisant. C'est la confrontation qui va convaincre les policiers. Oh, bien sûr, Franz Walter nie tout. Il ne connaît pas cette femme. Il n'est jamais venu à Heidelberg. Il ne pratique pas l'hypnose, mais il n'ose pas regarder Julia dans les yeux. Il est mal à l'aise, il tourne la tête à gauche, à droite, parle d'abondance. Le plus extraordinaire, c'est que Julia, en face de cet homme, ne le reconnaît pas. Étrange personnage. Grand, un visage taillé en lame de couteau, des cheveux pâles, des yeux pâles, que tout le monde fixe, avec une gêne évidente. Les policiers, le mari de Dr Meyer. Des yeux pâles et un regard bizarre, un regard, comment dire, étranger au personnage, qui semble faire partie d'autre chose que du visage, comme s'il existait tout seul. Bien que les preuves, les détails obtenus de Julia Krantz soient largement suffisants pour l'identifier, cicatrices, dents en or, pièces de vêtements, portefeuille, et même témoins physiques qu'il avait vus en compagnie de Julia, Walter se contente de nier. Et la police est bien embarrassée. De quoi inculper cet homme? Comment obtenir la preuve de son influence néfaste sur Julia? C'est le docteur Meyer qui trouve. À force de travail et de réflexion, il trouve un mot. Floxila. Un mot qui ne veut rien dire, mais qu'il a obtenu par association de syllabes successives et selon les réponses de Julia Krantz. Et ce mot, c'est l'un des mots-clés, l'un des mots verrouillage, qui libère Julia Krantz de l'interdiction de parler. Il y en aura d'autres. Combarus et Philophie. 3 clés pour ouvrir 3 portes du subconscient de Julia. 3 portes derrière lesquelles enfin apparaît l'autre vie de Julia Krantz. Floxila ouvre la porte des relations sexuelles interdites. Lorsque Walter dit Floxila,
Julia accepte d'être sa maîtresse, ou celle de quelqu'un d'autre, au gré de son maître. Julia accepte toutes les perversités. Et quand Julia voit enfin tout ce qu'elle a fait, qu'elle le réalise pleinement, c'est le drame. Pour elle, comme pour son brave homme de mari. Floxila est une Julia prostituée, consentante. Mais aussi épouvantable que soit cette découverte, il y a pire. Combarus ouvre la porte du suicide. Walter dit Combarus, et Julia se jette dans le fleuve toute seule un soir d'automne 1930. On la sauve de justesse. Elle se débat, elle veut mourir. Son entourage pense à la folie, on la surveille, elle recommence. Walter dit Combarus, tout est noir. Tu es calme, Julia. Tu monteras lentement les marches de l'escalier qui mènent à ta chambre. Tout est noir, tu es calme. Tu grimperas sur la fenêtre, doucement, tu es calme. Tout est noir, tu sauteras, Julia. C'est son mari qui l'a rattrapé à temps. Et il y a plus grave encore. Il y a Philophie. Voyons ce que peut faire le génie hypnotique de Franz Walter avec un mot comme Philophie. Ton mari veut te tuer, Julia. Tu dois le tuer avant qu'il ne te tue. Il a un revolver. Où se trouve-t-il? Oui, répond Julia. Dans le tiroir de son bureau. Tu prendras le revolver. Tu le cacheras sous ton oreiller. Lorsque ton mari sera endormi, tu enlèveras le cran de sûreté. Tu approcheras doucement le revolver de sa tempe et tu appuieras sur la gâchette. Tu tireras, Julia, tu tireras. Ensuite, tu mettras le revolver dans sa main pour faire croire qu'il s'est suicidé. Julia raconte comment elle a pris le revolver, comment elle l'a caché, comment elle l'a tiré. Son mari précise qu'il avait retiré le chargeur car il se méfiait des idées de suicide qui lui tournaient parfois dans la tête. Avec Philophie, Julia a essayé les champignons vénéneux. Le mari se souvient. Il n'en a mangé que 2 cuillères, ils étaient trop amers. Il a été malade tout simplement pendant 2 jours. Toujours avec Philophie, Julia a coupé le câble des freins de la moto de son mari. Il a eu un accident, il s'en est tiré. Chaque fois qu'il donnait des ordres, Walter utilisait l'un des mots-clés réservés à un usage particulier en disant « Personne ne pourra vous faire dire cela. Vous ne vous souviendrez de rien. Vous ne pourrez parler que si l'on vous frappe sur la main en pliant vos petits doigts et en prononçant le mot « Philophie », alors seulement vous pourrez parler. » Il faudrait des heures, chers amis, pour vous conter par le menu tout le rapport fantastique du fantastique Dr Meyer qui, en 6 mois, réussit à reconstituer la double vie de Julia Krantz dans ses moindres détails. Je vous dirai simplement en passant, et entre autres, que Julia fut 3 fois enceinte d'œuvres diverses et subit 3 avortements sans le savoir, car l'ignoble Franz Walter était aussi un faiseur d'anges. La seule chose que Julia découvrit elle-même sans l'aide du docteur Meyer, elle le doit au hasard. En passant un jour sur un trottoir, elle aperçoit une boucherie. Guidée par une force mystérieuse, elle y entre. Et reconnaît celui qui sera le second accusé du procès, le boucher. L'hypnotiseur avait vendu Julia à ce boucher pour quelques 5 à 7, et moyennant à chaque fois, bien sûr, une somme rondelette. Bonne-Mère, le boucher, nia lui aussi. Malheureusement pour lui, sa femme était au courant. Le 13 juin 1936, le tribunal régional de Heidelberg mit un terme à 3 semaines de procès houleux en rendant le jugement suivant. L'un des rares que l'on connaisse en matière d'hypnose, où la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute. Le boucher pour attentat aux bonnes mœurs et complicité d'escroquerie, 4 ans de réclusion. L'hypnotiseur pour escroquerie, blessure grave et attentat aux mœurs, 10 ans de réclusion, et la perte de ses droits civiques pendant 5 ans. Pendant 5 ans seulement. Ah, dommage. Un grand blond aux yeux bleus avec des bottes, une casquette, un uniforme noir à tête de mort. À ce Walter, il aurait fait un chef nazi d'une remarquable efficacité.
Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Dans une capitale européenne, vers 19h30, un jour de semaine, un commissariat de quartier. La radio d'une voiture de police secours signale qu'un homme vient de s'écraser au pied d'un immeuble du quartier. La présence du commissaire est souhaitée car il ne semble pas qu'il s'agisse d'un simple accident. Quelques instants plus tard, le commissaire est donc au pied de l'immeuble, penché sur le cadavre qui ensanglante le trottoir. C'est celui d'un homme de taille moyenne, brun, les yeux marrons, vêtu d'un costume usé et quelque peu démodé. Près de lui, un rideau qu'il a entraîné dans sa chute, ce qui prouve qu'il a cherché à se raccrocher. Un policier en uniforme montre sur la poitrine du cadavre une large tache de sang qui imbibe la laine d'un pullover. « Voyez, patron, on lui a tiré dessus. » Comme un poisson blanc dans un bocal de verre, le gardien de l'immeuble, pâle et tremblant d'émotion, quelques secondes plus tard, regarde passer le commissaire. Sa bouche s'ouvre et se ferme derrière la vitre. N'oubliez pas ce personnage, bien qu'il ne joue aucun rôle actif dans cette histoire fantastique, il en est le symbole même, le symbole de l'indifférence stupide. « Vous voulez me dire quelque chose ?» demande le commissaire. « Oh non, 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 non. Mais si, je vous ai vu parler. » Je disais, décidément. Décidément quoi? Le monologue confus du gardien. Décidément, ces gens-là, n'étaient pas des gens comme tout le monde. Décidément, ça ne l'étonne pas que ça se termine aussi mal. Décidément, c'est toujours les mêmes qui font des scandales. Le commissaire l'interrompt. Vous connaissiez la victime? Oui, connais cet homme. Nous l'appellerons Paul. 10e étage, 3e porte à droite. Au 10e étage, un policier en uniforme veille sur la 3e porte à droite, restée grande ouverte, par laquelle le commissaire entend parler le médecin et un inspecteur déjà sur les lieux. Lorsqu'il entre, il croise le médecin dans le minuscule couloir, qui lui dit simplement « Il y a une suite, commissaire. Une femme morte, c'est un suicide, et un gosse qui s'est tiré une balle dans le palais. On va le faire transporter, mais c'est un gros calibre. Il y a peu d'espoir. » Le petit appartement de 2 pièces est étrangement vide. Dans ce qu'on appelle le living room, une table, 3 chaises, un matelas sur le sol et un sac de couchage. Sur le mur, quelques photos encadrées, celles d'un enfant à des âges différents. D'abord bébé, dodu, petit garçon en première communion, adolescent maigre, souriant sur sa bicyclette. L'adolescent maigre, il est là, allongé sur la moquette, le visage inondé de sang. Il tient encore un revolver à la main. Il a dû tomber en arrière en versant une chaise après s'être tiré une balle dans le palais. La mère est dans la chambre, en pantalon et chemisier, pâle, rigide, sur le lit où elle s'est suicidée en absorbant sans doute une forte dose de barbiturique, comme en témoigne un verre et des tubes vides. C'est une blonde, dont le visage disparaît dans le désordre des cheveux et des draps. Quel carnage, pense le commissaire. Évidemment, la fenêtre est ouverte, et il manque l'un des rideaux. Les rumeurs de la rue montent, indifférentes. Le commissaire se penche. Tout en bas, les 2 voitures de la police et l'ambulance qui vient d'arriver sont montées sur le trottoir pour ne pas trop gêner la circulation. Le cadavre du malheureux est encore visible au milieu du cercle de badauds maintenu par les policiers. Quelques instants plus tard, tandis que 2 brancardiers emmènent le jeune homme, le commissaire examine le revolver. C'est un vieux 7,65 qui doit dater de Mathusalem. Le chargeur est vide, toutes les balles ont été tirées.
Encore un coup d'œil sur la malheureuse allongée sur son lit. Et puis le regard du commissaire balait la pièce. Dans un placard resté entrouvert, quelques vêtements sur des cintres. Et le coupable. Et oui. Pour un peu, l'enquête serait finie avant d'avoir commencé, car le responsable est là, dans le bas de ce placard, au milieu des chaussures, dans la serviette de simili-cuir où la malheureuse gardait ses documents d'état civil. Le responsable de ce carnage, c'est un papier imprimé, un simple papier, mais un papier comme le commissaire n'en a jamais vu. Un papier dingue, démesurément grotesque, et en même temps parfaitement logique. Il est à lui tout seul, la condamnation de tout raisonnement humain. Il est l'œuvre de la machine qui rend fou. Disons-le tout de suite, la triste héroïne de cette affaire, c'est la femme, parce qu'elle a probablement souffert plus que les autres, parce qu'elle a porté un poids plus lourd, peut-être aussi parce qu'elle était la plus fragile. Inutile d'entrer dans des détails psychologiques, inutile de monter en épingle certains traits de caractère. Ce qui lui est arrivé aurait pu arriver à n'importe laquelle d'entre vous, mesdames, pour peu que vous soyez la femme un peu trop modeste, un peu trop dévouée d'un mari que vous aimeriez envers et contre tout. Tous deux déjà mariés, déjà père et mère d'un bébé de 18 mois, sont venus d'ailleurs. Ils sont venus d'un pays des bords de la Méditerranée, où ils étaient nés, où ils avaient vécu, mais où ils ne pouvaient plus vivre. Lui, que nous appelons Paul, bien qu'il soit sensible, actif et au fond pas mauvais bougre, en ressent une certaine amertume. Elle, que nous appellerons Jocelyne, ne rencontre à Paris aucune véritable compréhension. Elle parle mal le français, et malheureusement le parlera toujours non pas mal, mais avec un fort accent qui rend son audition pénible, d'où il résultera qu'elle sera toujours, pour les autres, une étrangère. En novembre 1956, il se loge dans une chambre de bonne humide et sans chauffage. La chambre fait à peu près 8 mètres carrés. Leur lit remplit toute la pièce et sert de siège durant les repas. Pourtant, cette chambre, pour l'acheter, il a fallu emprunter auprès d'un notaire. Conséquence, beaucoup de soucis, car les salaires additionnés du ménage ne permettent pas toujours de rembourser cet emprunt. À cela s'ajoute une sourde inquiétude au sujet de leurs parents restés au pays où, paraît-il, la police les tracasse sans cesse. Jocelyne et Paul et l'enfant vivent dans leur chambre de bonne environ 2 ans, au bout desquels la santé de Jocelyne et celle de sa petite famille en a pris un coup sérieux. On leur affecte alors un logement HLM, qui les oblige à des frais d'ameublement. Ils y passent 2 hivers d'une existence difficile. Le HLM est situé à 3 kilomètres d'une gare. Pour prendre le train, il faut guetter chaque matin par tous les temps et sans protection un autobus qui passe souvent complet. Elle travaille au nord-est de Paris, lui au sud-est, et leur fils dans une école de la banlieue. À ce régime affreux, pour une femme habituée au soleil et à la simplicité de la vie dans un pays méditerranéen, Jocelyne dépérit. La grippe et ses conséquences et sa fidèle compagne durant des années. Pas question de profiter d'un arrêt de travail médical. Elle et son mari ont besoin de consolider leur situation professionnelle. Et la machine qui rend fou, allez-vous me dire. Attendez, nous allons en parler de cette extraordinaire machine, mais la machine, c'est le jour J, et il faut d'abord passer, avant le jour J, à l'épisode suivant. 2e épisode, le PMU. Oui, Paul se met à jouer au PMU. Il perd plusieurs fois et puis enfin gagne une somme assez coquette. À partir de ce jour, il va jouer régulièrement et de plus en plus. Sa femme est convaincue qu'il joue sérieusement, scientifiquement, puisqu'il gagne, et que leur situation s'améliore. Oh, ce n'est pas la gloire, mais enfin, ils parviennent à se loger dans un petit appartement de 2 pièces, où il y a un cabinet de toilette de 3 mètres carrés. Il paie un bail de 15 000 nouveaux francs et en dépense 15 000 autres pour le rendre habitable. Le loyer est de 200 francs par mois. Cela leur donne droit à la contemplation quotidienne d'un poisson blanc dans un bocal, le gardien de l'immeuble, dont nous reparlerons. Dire que Jocelyne est heureuse, ce serait beaucoup, car la situation de son mari oblige celui-ci à voyager énormément. Elle s'aperçoit ensuite que ses voyages ne sont pas tous professionnels, qu'il a des aventures. Enfin, que sa vie devient quasiment double. Une vie avec elle, une autre secrète en dehors d'elle. Bon, bien sûr, elle proteste, elle menace, mais elle reste parce qu'elle l'aime
et puis que lui revient toujours, sans doute, parce qu'il l'aime aussi. Et puis il y a quand même quelques bons moments. Par exemple, Paul emmène 2 fois l'an Jocelyne, qui n'avait jamais pris de vacances de toute sa vie, faire des séjours d'1 ou 2 semaines dans un hôtel de la Côte d'Azur. Mais encore une fois, chers amis, et ce détail est très important, la vie de Jocelyne reste très modeste. Et Jocelyne reste très lucide. Elle pense que la chance ne durera pas, et chaque fois que son mari gagne une somme au PMU, elle conserve soigneusement le justificatif pour être en règle avec le percepteur. Maintenant, voici le 3e épisode avant l'entrée en scène de la machine qui rend fou. Le 3e épisode, c'est le drame. En pleine journée, Paul lui téléphone à son travail. Mais il n'est pas à son bureau. Il lui explique qu'il est venu chez eux prendre quelques effets car il doit s'absenter. Il l'aime, il lui demande de continuer à vivre aussi normalement que possible, à veiller sur leur fils et à lui garder sa confiance. Il est obligé de partir car il a des ennuis sérieux dans son travail. Il n'a rendu personne malheureux, mais il a commis des actes interdits par la loi. Des actes dont personne n'a souffert, mais comme ils sont interdits, la police va le rechercher. Pendant 3 mois, elle reste sans nouvelles de lui, mais par contre, la police l'assaille. La vie de Jocelyne, qui n'avait connu que ces quelques années d'un bonheur raisonnable, redevient un enfer sur lequel veille comme un garde-chourme indifférent et muet, le poisson blanc dans son bocal, le gardien. Figurez-vous, chers amis, que le mari de Jocelyne aurait escroqué la société qu'il employait de sommes énormes. Aussi les enquêteurs sont-ils stupéfaits de découvrir la modestie du train de vie de Jocelyne. Alors, ils fouillent, cherchent, creusent, épluchent, tripotent, mijotent, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de se rendre à l'évidence. Jocelyne ignorait totalement les détournements de son mari. Elle n'a pas de compte en banque secret, de cachette. Elle n'a jamais été en Suisse. Elle n'a ni bijoux, ni fourrure, ni tableau de maître, ni objet d'art. Elle n'a qu'un petit appartement de 2 pièces, des meubles modestes, et maintenant que son mari a disparu, elle vit avec son unique salaire de secrétaire. Enfin, Paul, dénoncé, est arrêté là où il se cachait. Il n'a plus d'argent, il était, paraît-il, au bout du rouleau. Il dit au policier « Ma femme ne sait rien, elle ne sait absolument rien. » Et il dit à la malheureuse Jocelyne en larmes « Je te demande pardon. » Le temps passe, tout un nouvel hiver, Jocelyne se débat seule comme elle peut. Ça n'est pas drôle d'avoir son mari en prison pour escroquerie. Elle a l'impression que le monde s'est divisé en 2 clans, celui de l'indifférence et celui du soupçon. Dans le clan du soupçon, elle pourrait ranger par exemple sa voisine, qui refuse désormais de la fréquenter, ou les parents des camarades de son fils. Dans le clan de l'indifférence, son patron, ou le gardien de l'immeuble, le poisson blanc dans son bocal. Oh, certes, ils ne posent pas de questions, mais ils n'ont pas un geste, pas un sourire, pas une parole de soutien. Elle peut même imaginer dans sa solitude le genre de réflexion que l'on fait dès qu'elle a le dos tourné. Les étrangers qu'on accepte chez nous pour qu'ils nous volent, on devrait les renvoyer chez eux. D'accord, c'est son mari le coupable, mais elle n'avait qu'à pas l'épouser. Après tout, elle en a bien profité, hein? Est-ce que vraiment elle ne savait rien? Oh, il n'y a pas de fumée sans feu, hein? Qui se ressemble s'assemble, etc., etc. Jocelyne a bien une amie, mais le mari de celle-ci ne veut pas entendre parler de cette femme d'escroc. Finalement, l'enquête établit que le détournement de son mari s'élève à la somme énorme de 1,190 milliard d'anciens francs. Mais qu'est-ce que cet argent est devenu? J'en ai dépensé une petite partie, j'en ai joué une grosse partie, et j'ai distribué le reste à ceux qui en avaient besoin. Telle est la réponse du mari de Jocelyne. Comme on ne découvre aucune dissimulation, aucun investissement, les policiers sont tout près de le croire et lui demandent des noms. Je ne peux pas vous donner le nom de ceux qui ont reçu de l'argent. Pour eux, ce serait une catastrophe qu'ils n'ont pas méritée. Ils devraient le rendre, et ils l'ont sans doute déjà dépensé. Ah oui, mais cela permettrait de dédommager en partie vos victimes. Paul a une curieuse réponse. Mes victimes? Mes victimes. Mais qui sont mes victimes? Qui a souffert de mes détournements? Mes détournements ont duré des années. Pendant des années, la société que j'ai escroquée a fait des bénéfices que tout le monde trouvait satisfaisants. Par 2 fois, des sociétés fiduciaires sont venues examiner les comptes.
Elles ont trouvé la situation normale. Je n'ai donc fait que ponctionner des super bénéfices, des profits inutiles exagérés, pour les redistribuer à ceux qui en avaient besoin. Bon, bien sûr, on peut approuver ou désapprouver cette façon très personnelle d'envisager les choses. Vous pouvez croire ou ne pas croire que Paul a distribué une partie de cet argent. Mais il y a une chose qu'il faut admettre, c'est que Jocelyne n'est pour rien dans toute cette affaire. Elle continue à n'être qu'une femme en mauvaise santé, une secrétaire joignant difficilement les deux bouts, cachée dans un petit appartement dans un quartier devenu trop cher pour elle. Elle assume la tâche difficile de maintenir une image objective du père dans l'esprit de son fils, en qui a disparu toute gaieté, et de le convaincre de poursuivre tant bien que mal ses études. Quand le procès a lieu, elle va devoir y assister, témoigner, être retournée sur le grill par l'accusation ou la défense, photographiée comme une vedette douteuse pour se retrouver seule le soir avec un fils malheureux devant une boîte de sardines. Après avoir entrevu dans le hall de l'immeuble le poisson blanc dans son bocal, le gardien qui ne se posera jamais la moindre question au sujet de cette femme seule et malheureuse, et qui ne la salue même pas. Plusieurs fois, elle craque et subit des dépressions nerveuses, on la comprend. Ces incidents deviennent de plus en plus fréquents, alors qu'approche le jour où la machine qui rend fou va entrer en action. 4e épisode, le procès de Paul a lieu. La partie civile s'exclame « Vous avez devant vous un fripon astucieux qui est certainement passé en Suisse pour y déposer en lieu sûr un énorme bas de laine. » Le substitut croit plutôt avoir affaire à un joueur entre les mains duquel l'argent a flambé. Les défenseurs s'efforcent de prouver que Paul personnalise la bonté, l'abnégation, le dévouement aux déshérités. Si l'acte est grave, déclare-t-il, nobles sont les mobiles. Paul bénéficie de l'indulgence du tribunal. Condamné à 5 ans, il quitte la salle d'audience pour la prison et Jocelyne, toujours seule, rentre chez elle. Elle passe devant le poisson blanc dans son bocal, qui ne sait rien, ne veut rien savoir, ne veut rien entendre, ne rien dire. Elle se couche, seule, et pleure. Elle a raison de pleurer, elle pleure d'avance. Elle n'aura pas le temps de pleurer pour tout le mal qu'on va lui faire, car la machine qui rend fou va entrer en action. Ou c'est peut-être un beau matin, un joli et frais matin. Du fond de son bureau poussiéreux, un fonctionnaire des finances actif et vigilant s'empare du dossier de Jocelyne. Il y a toutes sortes de jouissances, sexuelles, gastronomiques, artistiques et professionnelles. Ah, comme c'est bon de faire du beau travail, comme c'est jouissif de trouver ce que cet honorable fonctionnaire découvre ce jour-là dans le dossier de Jocelyne. D'un geste large, à moins qu'il soit automatique, il saisit un imprimé et écrit. Est-ce qu'il écrit avec une joie sadique ou machinalement? Le résultat est rigoureusement le même. Il fait savoir à Jocelyne que les sommes détournées par son mari sont considérées par la Direction générale des impôts comme bénéfices. Son mari étant dans l'impossibilité de payer, elle est priée, puisqu'épouse sous le régime de la communauté, d'avoir à verser la somme de 9 464 955 nouveaux francs. Bref, Jocelyne, qui gagne un petit salaire de secrétaire, doit 1 milliard ancien au fisc. Inutile de vous dire, chers amis, qu'autour d'elle, tout le monde rigole. C'est idiot, c'est absurde. Mais après tout. Et là, le monstre laisse voir le bout de son oreille. Tout compte fait, c'est assez logique. Et que voulez-vous, ma pauvre Jocelyne? Il y a des lois, et bien évidemment, ces lois ne peuvent pas tout prévoir. Mais rassurez-vous, ça va s'arranger. Mais ça s'arrangera comment? On ne sait pas, mais ça s'arrangera. Cette fois, ça y est, l'indifférence s'installe. Le monstre s'est démasqué. Et en attendant que ça s'arrange, le monstre, selon le processus habituel, agit. Avertissement, rappel, commandement, 10% par-ci, 10% par-là, etc., etc. Le monstre met en branle la machine qui rend fou. Il faut dire que pour tout le monde, cela reste une blague de l'administration. Mais 10% sur 1 milliard, cela fait tout de même 100 millions. La première fois où Jocelyne a reçu un papier ainsi rédigé, total général de la somme restant due pour l'année, 9 464 955 francs, elle a haussé les épaules.
Mais quand elle a reçu l'imprimé qui la prévenait qu'elle devait 100 millions de plus, elle a commencé à avoir peur. Peur de quoi? Mon Dieu, peur! Peur d'être condamnée toute sa vie au désespoir, à la misère, à la prison peut-être. Le visage de son avocat lui apparaît quelques instants entre deux piles de dossiers pour lui dire qu'il va s'en occuper. Qu'est-ce qu'il fait? Son boulot, en l'occurrence, pas grand-chose. Le patron de Jocelyne aussi promet de s'en occuper. Il a des relations, paraît-il. Peut-être va-t-il téléphoner, mais à qui? Pour demander quoi? Et en échange de quoi? En fait, quelques jours plus tard, le patron désolé lui met sous les yeux la lettre que lui a adressée le Trésor public, l'informant qu'il devra retenir 500 francs par mois sur le salaire de Jocelyne jusqu'à concurrence de 1,190 milliard d'anciens francs. Et la lettre est signée d'une belle écriture nette et ferme, bien qu'inlisible, évidemment. Jocelyne a depuis longtemps cessé d'être amusée. Pour elle, ce n'est plus un gag. Sans rire, elle a fait le calcul. Sans les intérêts, il lui faudrait 1700 ans pour payer. Avec les intérêts, elle ne pourrait jamais payer. Elle devrait au contraire un peu plus chaque année. Quand on suit l'affaire de loin, quelques années plus tard, on a envie de crier « Mais attention! Attention! Vous allez la rendre folle, cette malheureuse! Ce n'est qu'une femme qui n'est déjà pas très solide et qui vient de vivre des moments affreux. Arrêtez cette plaisanterie, vous jouez avec le feu !» Mais la machine qui rend fou n'est pas sensible à ces détails. On ne lui a pas appris à tenir compte de ces détails. En 1974, Paul sort de prison. Il a 55 ans et bien entendu, en raison de son passé, il ne trouve pas de travail. Il faut croire que la thèse de la partie civile qui l'accusait d'avoir constitué un bas de laine en Suisse est fausse, puisqu'il n'a pas un sou. Et où va-t-il? Chez sa femme, bien sûr. Sa femme l'aime encore, c'est évident. Mais la situation devient vite intenable. Ils ne peuvent pas vivre à trois sur le salaire d'une femme en mauvaise santé. D'ailleurs, Jocelyne est vite épuisée, à bout de fatigue et de nerfs, entre son mari et son fils, qui s'est mis à le haïr. Jocelyne, toujours poursuivie par la machine qui rend fou, tente d'intervenir auprès du monstre. Elle rencontre des employés apitoyés. Évidemment, c'est idiot, disent-ils. Évidemment, c'est cruel, mais que faire? Qu'elles se mettent à leur place. C'est la loi, c'est la règle. Ils ne peuvent pas faire autrement que de l'appliquer. Ils sont là pour ça, c'est leur devoir. D'ailleurs, ils ne sont qu'un rouage. C'est pas eux qui commandent. Mais qui commande? Eh bien, il faudrait voir le ministre, ou le président de la République, ou bien encore alerter la presse, ou le tribunal administratif, peut-être le médiateur, ou le pape. Oh, le pape. Il a sans doute d'autres chats à fouetter, le pape. D'ailleurs, il n'y pourrait rien. En fait, c'est un psychiatre qu'il faudrait, un psychiatre pour soigner Jocelyne, parce que Jocelyne devient folle. C'est normal, on fait tout pour ça. Ce qui serait anormal, c'est que tout cela ne lui fasse ni chaud ni froid. Car elle a raison, Jocelyne. Si on lui dit qu'elle doit 1,2 milliard, c'est qu'elle les doit. Si elle ne les doit pas, ce n'est pas la peine de les lui demander. Et si elle les doit, sa vie est définitivement foutue et elle devient définitivement folle. C'est ça qui est logique. Donc si la machine lui réclame 1,2 milliard, sachant pertinemment qu'elle ne pourra jamais les verser, c'est qu'elle veut bel et bien la rendre folle. Vous croyez que j'exagère? Non. En voici la preuve. Le matin même du drame, le poisson blanc du rez-de-chaussée de l'immeuble voit passer un homme comme vous, comme moi, sévèrement vêtu, indifférent et poli. On ne saura jamais si devant Jocelyne, il conserve son maintien officiel ou s'il s'apitoie. Ce que l'on sait, c'est que la machine qui rend fou, qui ne s'arrête jamais avant la mort de ceux dont elle s'occupe, l'envoie pour tenter d'achever sa victime. C'est le papier que le commissaire dont nous parlions au début de cette émission a trouvé en bas du placard dans la serviette en simili-cuir qui nous rend compte de cet ultime épisode. C'est un procès-verbal de saisie-exécution où tous les termes deviennent tragiques. Il y est expliqué que maître Machin, huissier, s'étant présenté et n'ayant pas reçu le milliard escompté des mains de Jocelyne, a saisi, dans un logement en location au 10e étage droite, un téléviseur Machin avec sa table, un buffet bois en chêne, 3 portes, 3 tiroirs, un secrétaire d'Audane, 3 tiroirs. Le poisson blanc dans son bocal voit passer les meubles qu'emmènent de costauds hillards. Oh, évidemment, il ne lui viendrait pas à l'idée d'aller voir ce que devient la femme qui reste seule là-haut dans son appartement vide. On veut bien admettre qu'il y a dans la démarche du monstre une certaine logique, mais alors il faut admettre que la suite est tout aussi logique. Le matin même, Jocelyne se suicide. Au soir, son fils la trouve morte. Il prend un vieux revolver et attend le père,
Le père, voyant sa femme morte, ouvre la fenêtre pour s'y jeter. Le fils ne lui laisse pas cette ultime décision, il lui tire 5 balles et garde la dernière pour lui. Voilà pourquoi cet après-midi-là, le commissaire, seul dans son bureau, fait le point. La société victime des escroqueries s'est toujours très bien portée avant, pendant et après. Pourtant, les sommes détournées dépassaient le montant des bénéfices. De son côté, le monstre n'a rien perdu, au contraire. Il a été prouvé que 9 millions de nouveaux francs au moins ont été joués au PMU. Et chacun sait l'énorme part qui revient au monstre sur les enjeux. Même les frais de justice ont été payés. Bref, tout pourrait encore s'arranger pour tout le monde. Hélas, le monstre est trop malhonnête. Au dernier moment, il a voulu se rendre complice de l'escroquerie en prétendant toucher encore une part. Faites le compte, chers amis. L'escroquerie était d'1 milliard 100 et quelques millions. Et après en avoir touché plus de 500 millions, il en voulait encore plus de 900. Au total, plus que le montant de l'escroquerie. Bien sûr, c'était impossible, puisque Jocelyne ne fabrique pas les billets elle-même. C'était pour le monstre une partie perdue d'avance. Alors il n'a pas hésité à utiliser l'arme suprême, la machine qui rend fou, pour le plaisir, pour le sport, rien que pour le sport. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.